Les grands châteaux ne sont pas que des lieux de résidence luxueux. Les cathédrales ne sont pas uniquement des lieux de culte gigantesques. Les monuments portent des secrets codifiés dans la pierre, des messages que leurs bâtisseurs ont souhaité transmettre au futur, nous transmettre. Il existe un grand code architectural. On a voulu nous transmettre les grands secrets de civilisation. C'est-à-dire que le codage n'évoque pas de petites énigmes secondaires, distrayantes ou subalternes, non. L'architecture grandiose, qui ne pouvait être édifiée que par la royauté ou l'Église, véhicule une thématique essentielle, refoulée par la société. Nous voulons dire celle des civilisations évoluées qui auraient précédé la nôtre et dont on a officiellement tout oublié. Certaines civilisations anciennes, dites traditionnelles, que l'on connaît, avaient une conception cyclique du temps. Elles croyaient en des âges successifs, des périodes de civilisation. La dernière qui aurait précédé la nôtre se serait terminée par un grand déluge. Les Mayas, les Aztèques, les Indiens Hopis, les Grecs et les Celtes le croyaient. En Inde ancienne, on gardait le souvenir d'ères successives, notre âge de fer devant se conclure par une catastrophe cosmique, un déluge par exemple. Nous ne serions donc pas la première humanité à exister sur la Terre. Les différentes mythologies antiques peuvent être comprises comme des narrations romancées d'événements s'étant réellement produits dans un passé très lointain. Les dieux pouvaient être des surhommes munis d'une technologie sophistiquée. Ils seraient venus soit d'une civilisation avancée bien terrestre, soit d'un autre monde. Au début des années 90, Guy Gruet et Guy Mouni firent d'intéressantes découvertes concernant une technologie électrique qu'ils virent codifiée dans certains hiéroglyphes égyptiens. Ils pensaient que les machines correspondantes pouvaient être cachées dans le sous-sol du plateau de Gizeh. Ils proposaient d'ailleurs des concepts géométriques qu'ils déduisaient des implantations des pyramides et du Sphinx. Ils découvraient ainsi l'emplacement de salles souterraines non encore mises à jour. La Grande Pyramide, avec ses subtilités géométriques et la qualité de sa construction, donne à penser que la civilisation qui l'a bâtie possédait une technologie très avancée. D'après le médium Case, il s'agissait de l'Atlantide qui nous a laissé un héritage. Une salle secrète existerait sous le Grand Sphinx. Elle contiendrait les archives de l'Atlantide. Des millénaires plus tard, un roi de France allait faire bâtir le château de Chambord. J'ai découvert que ce palais exprime par sa largeur et sa hauteur les dimensions de la Grande Pyramide, à la proportion du nombre d'or au carré. C'est très précis. Dans ce relationnel entre Chambord et la Grande Pyramide, la maquette de la pyramide a un plan de 88 mètres de côté. Ce carré est suggéré dans le plan du château de Chambord. On retrouve ce 88 ailleurs. Le donjon mesure 44 mètres de côté, soit la moitié de 88. Les grandes salles mesurent 8,80 m sur 2 fois 8,80 m. Dans les hauteurs, un énigmatique monogramme affiche le nombre 88. Tout cela peut être mis en relation avec la révolution de la planète Mercure, qui est de 88 jours. Pourquoi serait-ce cette planète-là qui serait pointée du doigt par les bâtisseurs? Parce que le dieu Mercure, avec son caducée en forme de 8, encore 8, est un dieu civilisateur, qui aurait apporté à l'humanité les arts et les sciences. Il est aussi le messager des autres dieux. Ce
Ceci étant posé, nous comprenons pourquoi François Ier, le bâtisseur de Chambord, portait parfois un 8 sur lui. Cet exemple donne une bonne idée des clés de codage utilisées par les initiés du passé. Pour transmettre les messages, ils affectionnaient les nombres pi et phi, le nombre d'or. Ils inséraient dans les dimensions des bâtiments des allusions à 2 unités de mesure majeures, la coudée royale et le mètre. Le mètre a donc existé bien avant la Révolution française. Il était caché et connu des initiés. Le domaine de Versailles est le plus bel ensemble château-jardin qui soit. Si nous comptons les vases et les statues, nous trouvons les nombres 22 et 11, 12 et 7 et 14. Il en a été disposé ainsi pour évoquer discrètement certains nombres majeurs. 22 divisé par 7 égale pi, 14 divisé par 11 égale racine de phi, 12 est égal à 10 fois phi divisé par phi au carré. Versailles, avec son foisonnement décoratif, aussi bien dans le château que dans les jardins, est un des lieux majeurs du Grand Code. Des personnages semi-allongés s'appuient sur des vases versant de l'eau. Pour l'époque, il s'agit de représentations du signe astrologique du Verseau. C'est l'ère du Verseau qui est visée, une époque à venir qui coïncidera avec le retour de l'âge d'or. Les statues nommées Atlantes en architecture pourraient-elles correspondre aux Atlantes, les habitants de l'Atlantide ? Ceux-ci ont l'air tristes ou souffrants parce que leur île a été anéantie dans une grande catastrophe. Ils portent sur la tête des boîtes, symboliques de l'héritage qu'ils transmettent au futur. La présence de grands tissus mène au mot drap, dont un des sens était linceul. Les statues d'Atlante nous parlent bien de l'Atlantide, antique civilisation évoluée qui a disparu brutalement. Les gens qui codaient l'architecture semblent avoir été au courant de beaucoup de choses à ce sujet. La chute de l'Atlantide est parfois exprimée d'une façon différente. Ici, à Versailles, par exemple. Des créatures à jambes de poisson, des tritons de la famille du dieu Neptune, ils dansent. Quelques mètres à côté, ils sont tombés. Ceci est à mettre en relation avec des éléments du salon d'Apollon. Cette dame porte un grand tissu, un drap linceul. Sous un certain angle, elle danse. Sous un autre angle, elle vient de tomber. Il y a 3 jeux de mots sous-jacents. D'abord, avec les lettres « il danse », on peut écrire « île Atlantide ». Ensuite, l'activité de cette dame ressemble à une danse. C'est comme une danse, et la commune danse, c'était la mort. Et enfin, il existait en moyen français l'expression « quand la danse cesse », qui voulait dire « quand une affaire se termine de manière imprévue ». Cela peut évoquer la fin de l'Atlantide, par exemple. Cette femme a le masque de la tragédie dans la main. Sa poitrine dénudée témoigne d'une vie débridée, comme celle qui régnait à la fin de l'Atlantide d'après Platon. Elle danse et elle est tombée. Au passage, regardez comment ces dames portent les cadres des tableaux avec leurs têtes et leurs mains, comme des Atlantes. Tout ceci constitue une allusion aux Atlantes de l'Atlantide. Ils avaient un mode de vie décadent, ne pensaient qu'à s'amuser, et ils ont chuté moralement et physiquement. Dans la mythologie gréco-romaine, Neptune était le dieu des eaux, des catastrophes naturelles et de l'Atlantide. À Versailles, il arbore son habituel trident. Il ne le tient pas d'une façon naturelle, mais comme une arme,
soit pour en planter les pointes devant lui, soit pour le retourner brutalement et frapper avec le manche. Un des créateurs du groupe de Versailles, un des frères Adam, a aussi sculpté ce Neptune censé calmer les flots irrités. En fait, le dieu a renversé et foule aux pieds son fils Triton, qui annonçait la venue de son père en soufflant dans une conque. Dans le jardin de Marly du roi Soleil, il y avait cette statue de Quasvox représentant Neptune. Avec son trident, le dieu menace un cheval comme s'il allait le tuer. Or c'est lui qui a créé le cheval. Il apparaît donc que Neptune, le dieu de l'Atlantide, nous est présenté comme le destructeur de son monde, et donc le destructeur de l'Atlantide. Pan est un autre dieu de la mythologie grecque, un homme bouc qui personnifiait le tout. Son nom a donné le mot la panique, et au palais du Louvre, Pan est précisément paniqué. Ces figurations sont étranges et énigmatiques. Elles évoquent en fait la locution « le grand Pan est mort », formule qui caractérise la chute des institutions, la fin d'un monde. Le grand Pan est mort, il est enchaîné à son destin, son monde est condamné à disparaître. En admettant que la décoration architecturale nous parle de la fin d'un monde antique, perdu dans la brume de la préhistoire, où les codeurs veulent-ils en venir? Ils nous le révèlent par certains éléments décoratifs passe-partout. D'innombrables châteaux comportent des vases posés en hauteur. Si l'on pense qu'ils n'ont pas seulement une finalité esthétique, mais aussi une signification, on peut se demander ce qu'ils contiennent. Le vase sacré, c'est le Graal, le trésor caché par les chevaliers de la table ronde. Les balustrades des terrasses ou les rampes des escaliers contiennent des balustres qui ont toujours les mêmes formes. On a le modèle du vase dont l'ouverture est obstruée par un bouchon. On a l'autre modèle de deux vases l'un sur l'autre en sens opposé. À noter ici à Chambord la variante de deux seaux emboîtés l'un dans l'autre. En résumé, les châteaux exhibent des vases ou des pots pour nous mettre sur la piste d'un dépôt, un trésor caché. En architecture, une console à enroulement est une pierre porteuse ouvragée. Elle prend la forme d'un rouleau de parchemin ou de papier partiellement déroulé. Il y a très souvent une feuille d'acanthe posée sur la feuille de papier. Le texte supposément écrit est ainsi caché, secret. Le jeu de mots feuille végétale, feuille de papier confirme qu'on a bien affaire à un document. Dans certains cas, la forme du rouleau tend vers celle de deux vases accolés, comme dans le cas des balustres. Ainsi la feuille de papier est dans le vase. Dans bien des cas, les vases sont associés aux documents roulés. À n'en pas douter, ces pots et ces feuilles transmettent le message qu'une connaissance secrète existe quelque part, qu'elle était connue de certaines personnes, des initiés. Ceci était codifié pour être totalement révélé dans le futur. La royauté et l'Église étaient donc en possession d'un certain savoir concernant une ou des civilisations qui auraient existé sur la Terre il y a très longtemps. Ces mondes engloutis ont pu léguer à l'humanité, qui suivrait la nôtre, des connaissances précieuses, et peut-être même des artefacts, qui auront le pouvoir, le moment venu, de révolutionner notre conception de la préhistoire. Julie et moi, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la suite de ce dossier passionnant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. C'est important pour soutenir la chaîne.